de l'économie et dans le tariq de l'économie marocaine. Or, ce combat-là n'a pas été mené. L'autre raison pour laquelle ce combat-là a été perdu d'avance, c'est que nous n'avons pas de vrai parti libéral au Maroc. Il n'y a pas de parti libéral au Maroc. Nous avons des partis, peut-être, où vous avez des hommes d'affaires, mais des hommes d'affaires qui cherchent l'accès à la rente. Vous n'avez pas le conservatisme noble, entre guillemets. À mon avis, ça aurait pu se faire avec Abdrahim El-Hajouji. Bon, ça ne s'est pas fait, ils l'ont cassé. Lui aussi, contrôle fiscal, etc. Machin, en plus, il a commis le crime d'accepter de se rapprocher du PJD. Et ça a été une jonction qui n'était pas acceptable, pour le Makhzen. Mais vous n'avez pas au Maroc un parti structuré qui en demande d'une économie de marché, mais qui soit en même temps démocrate, c'est-à-dire qui demande aussi une régulation et une transparence dans le monde des affaires. Et ça nous porte, à mon avis, un gros préjudice. Donc je pense que ces défaillances de notre champ politique on doit y remédier aujourd'hui. Et j'espère que le mouvement du 20 février poussera nos intellectuels à faire ce travail-là. Alors, je crois que j'ai déjà beaucoup parlé. C'était très intéressant. Donc je m'arrête là et puis je réponds à vos questions pour essayer de remplir les trous que je n'ai pas pu. C'était très intéressant. Pourquoi? Parce que effectivement, le mouvement du 20 février porte des slogans comme Isqat al-Fasad, Isqat al-Istibdad. Donc, abat la malgouvernance, abat le despotisme, mais beaucoup d'entre nous ne savent pas exactement les détails de cette malgouvernance et de cette corruption à grande échelle, de ces institutions qui devraient réguler l'économie et mettre un petit peu d'ordre dans ce système et qui sont tout à fait... Est-ce qu'on peut les qualifier de makhzaniennes, puisque ce sont des dirigeants d'institutions, comme vous l'avez dit, qui sont petits copains avec Majidi, petits copains avec Bouhammo. Voilà, donc est-ce qu'elles peuvent encore remplir le rôle de régulation de manière consciencieuse et professionnelle? De là à les décrire comme makhzaniennes, il reste un petit pas de déontologie. Donc la situation économique du Maroc, elle est vraiment désastreuse par l'absence de transparence dans les affaires du Maroc et par l'absence de concurrence. Quand vous parlez de destruction des opportunités économiques, on parle de créer des emplois. Comment créer des emplois lorsque des groupes internationaux veulent créer des emplois au Maroc et qui sont confrontés à la corruption, à l'absence de transparence? C'est très très important de se rendre compte de cette situation-là, de cette réalité économique-là, qui en fait qui crée des conséquences gravissimes pour le Maroc. Donc votre explication est très très intéressante et j'invite tout le monde à aller regarder dans vos articles, dans les archives. Ici, on en trouve, malheureusement, il n'y en a pas sur Internet, des articles du journal, mais vous pouvez certainement nous en dire encore. Avant cela, peut-être ouvrir la possibilité au public de poser des questions. Donc, qui voudrait en poser? Comme ça, je vais noter déjà. Oui. D'abord, merci beaucoup pour ce... Bon, c'est très fort. Merci pour ce cours d'éconopolitique. Effectivement, c'était très intéressant. J'ai une petite question, mais vraiment un détail. Vous avez décrit qu'il y avait à un certain moment une certaine autonomisation de la bourgeoisie par rapport au pouvoir de Hassan II, et qu'il a engagé des réformes, notamment tout ce qui est contrôle, etc., la réforme bancaire, etc. Vous avez bien précisé la date, enfin les années 90, mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi la vague libérale par rapport aux directives du FMI, de la Banque mondiale, l'ouverture du marché, la chute des prix des matières premières et donc des phosphates, etc. Ce qui m'intéresse surtout, c'est est-ce qu'il n'y avait pas cette prédation sous le règne de Mohamed VI? Est-ce qu'elle ne constitue pas aussi une prédation par rapport, ou une concurrence par rapport aux intérêts des multinationales, notamment françaises, qui avaient toujours, j'imagine, une certaine préférence sur le marché marocain? Donc, comment s'articule... Vous parlez du règne actuel? Oui, tout à fait. Comment s'articule cette prédation par rapport aux intérêts internationaux
qui ont toujours bien sûr soutenu le régime, mais quand même qui avaient une contrepartie aussi, d'autres cartes bien sûr, mais notamment aussi le marché intérieur. Merci. Oui. C'est une question qui est très intéressante parce que justement là aussi, lorsqu'on analyse l'attitude, et d'ailleurs c'est assez fascinant d'analyser les alliances de l'ONA, stricto sensu, avec les groupes étrangers. Alors ce qu'il y a eu, l'effet qu'il y a eu, c'est que donc les gestionnaires du roi ont pensé qu'ils pouvaient même s'affranchir des alliances qui étaient en fait des alliances qui avaient une signification politique. Sarkozy qui va inaugurer le TGV, c'est Alstom, c'est une entreprise française, ça a une signification politique importante. Et effectivement, d'ailleurs c'était du temps de Mourad Cherif surtout, qui a en fait promu une politique d'alliance avec les grands groupes étrangers et français en particulier, et l'idée c'était de céder la gestion à ces groupes-là et de rester comme investisseurs dormants. C'était ça, ça a été complètement chamboulé avec la prise de pouvoir du couple Majidi-Boumou, et ça s'est traduit d'ailleurs par des incidents graves dans la relation entre le groupe ONA Esseni et des groupes français, notamment le groupe Muliez. Auchan ont quitté le Maroc. Ils étaient alliés à Marjane et ils sont partis pour une raison qui est très simple, c'est que quand ils ont commencé à travailler, les gens du roi, enfin les hommes d'affaires du roi, sont allés les voir en leur disant il faut mettre les produits de centrale laitière en tête de gondole, les produits Le Sieur en tête de gondole. Et les distributeurs que sont Auchan leur ont expliqué qu'un distributeur, ça gagne de l'argent en mettant en concurrence les fournisseurs. C'est comme ça que ça gagne de l'argent un distributeur. Donc il met en tête de gondole le produit sur lequel lui, en tant que distributeur, gagne le plus de marge. Et que donc ça ne fonctionne pas comme ça, qu'ils ne peuvent pas gérer leur affaire en promouvant des produits qui ne sont pas nécessairement les plus profitables pour eux. Et eux ne sont pas actionnaires de centrales laitières, ne sont pas actionnaires de Le Sieur, ne sont pas actionnaires de Cosumar, ils sont actionnaires de Assima, etc. Et ils se sont, et la réponse de ça, je le sais parce qu'il se trouve que le consultant qui a été embauché par Auchan pour essayer de comprendre ce qui se passait est un ami, et donc m'a raconté les détails de la négociation. C'est arrivé à, mais vous savez, il faut arrêter de faire les fanfarons. Ici, vous n'êtes personne. Ici, c'est nous qui faisons tout, puisque Marjane, vous savez ce qu'on dit de la distribution. Qu'est-ce qui fait réussir une entreprise de distribution? 3 mots. Location, location, location. Où est situé votre magasin? Et qui vous permet de vous situer quelque part? C'est la commune. Et la commune, elle obéit à qui? Et ils leur ont dit qu'est-ce que vous nous racontez? Les permis pour installer les magasins, c'est nous. Il faut avoir c'est l'État qui vous permet. Donc l'argent que vous faites, c'est parce que nous sommes là. Et Auchan ont été défaits, ils sont partis. AXA sont en train de partir, eux aussi. D'ailleurs, je crois qu'ils sont partis. Ils sont en train de... Parce que, pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'il y a une logique de holding qui ne fonctionne pas pour l'autre actionnaire, parce que lui, il n'est pas dans la holding. C'est le cas, par exemple, avec Auchan. Les autres avec lesquels ils ont essayé de jouer les durs, mais ça n'a pas fonctionné, d'ailleurs un cas très intéressant, c'est Veolia, M10. Vous savez, moi je me rappelle, j'avais fait un éditorial qui m'avait été inspiré par une photo, je crois que c'était en 2005-2006. C'était la photo des manifs des Tangérois contre l'augmentation des prix de l'eau à Tanger. Et la banderole disait M10 voleur. Et j'ai écrit, ben voilà, des citoyens marocains qui accusent le roi d'être un voleur, parce que le roi est actionnaire d'M10. Donc, monsieur le roi, sortez de cette histoire. Qu'est-ce que vous foutez dans la gestion de l'eau? Ils ont fini par sortir, mais ils ne sont pas sortis parce qu'ils ont lu mon éditorial. Ils sont sortis parce qu'ils voulaient prendre le contrôle. Et que Veolia, qui a corrompu plus de policiers français que le Mkhzen, était intouchable. Et Veolia a gagné. Et ils ont gardé M10. Ce n'était pas le cas de Auchan. Parce que Veolia, tous les scandales du monde politique français dans les années 90, les Urba, les machins, etc., c'était, vous trouviez la logneuse des eaux, c'était parce que ça dealait avec les communes et ça achetait du politicien français à tire-larigot. Et donc, ce sont des entreprises qui sont très fortes en France. Et donc, le Mkhzen n'a pas pu, comme je l'ai dit, le Mkhzen a corrompu moins d'hommes politiques français que Veolia. Donc, je dis les choses un peu crûment, mais c'est à peu près ça. Et donc, ils n'ont pas pu, avec Veolia, ils n'ont rien pu faire. Et là aussi avec Veolia, parce qu'il se trouve que c'est le même consultant qui a travaillé avec Veolia, ça a été le même raisonnement. Nous voulons le contrôle d'M10
Parce que Veolia au Maroc, Amédis existe grâce à nous. Parce qu'à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, vous avez besoin d'une autorisation du ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur, c'est nous. Et ça leur a été dit comme ça. Donc ils n'ont rien pu faire avec Veolia. La deuxième évolution très intéressante, vous l'avez très certainement remarqué, il y a eu une prépondérance d'arrivée de groupes du Golfe. Et Ammar, d'ailleurs, ça a été problématique, parce que quand Ammar s'est cassé la gueule à Dubaï, il y a eu des répercussions. Quand vous allez au bol grec, il y a eu un pan du projet qui s'est complètement arrêté. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils sont en train d'arranger les choses, parce que Ammar n'a pas payé les fournisseurs, a pris ses clics et ses claques et est parti. La partie qui fonctionne, c'est celle qu'ils ont faite avec, je ne me rappelle plus le nom du groupe, mais un groupe d'Abu Dhabi, contrairement à Ammar qui est un groupe de Dubaï. Pourquoi est-ce qu'il y a une propension à aller rechercher des alliances avec des grands groupes du Golfe plutôt que des grands groupes occidentaux? Là encore, on revient aux institutions politiques. Parce que lorsque vous avez comme co-actionnaire une société qui est cotée à la bourse de New York ou à la bourse de Paris, il y a des associations d'actionnaires minoritaires. Il y a une justice indépendante. Ici, il est démontré que ces groupes-là ont commis des actes délictueux quelque part, ils rendent compte. Il y a la charte de l'OCDE contre la corruption. Donc ces groupes-là ne sont pas flexibles, sont de moins en moins flexibles. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont des saints. D'ailleurs, Siemens, qui est un groupe allemand, avec toute la réputation qu'a l'Allemagne en termes d'honnêteté dans les affaires, etc., s'est révélé être un des groupes les plus corrupteurs de la Terre. D'accord? Mais c'est compliqué. Mais lorsque vous avez une grande entreprise qui vient d'un pays où il n'y a pas de contre-pouvoir, qui d'ailleurs est demandeuse, hein, c'est ça qu'il faut comprendre aussi, ce sont des groupes qui sont demandeurs de l'alliance avec le roi. Ils ne veulent pas entendre parler d'hommes d'affaires normaux. Pourquoi? Parce que s'ils ont un problème, ils veulent appeler le cabinet royal. Ils ne veulent pas se retrouver devant un juge à la cour, au tribunal de commerce de Casablanca. Ils ne veulent pas se casser la tête, pas seulement avec le Mqaddam, mais avec le Qaïd, même avec un ministre. Eux, ils veulent un numéro de portable d'un conseiller de Sa Majesté qu'ils appellent et ils règlent le problème, c'est terminé. Et donc, il faut s'allier au roi directement. D'ailleurs, ça ne fait pas partie de votre question, mais ça me permet d'évoquer cet aspect des choses. Lorsque vous analysez ces montages financiers, ces grands projets où vous avez l'ONA, où vous avez du Ammar, où vous avez ces grands groupes, etc., en finance d'appoint, et pas seulement en finance d'appoint, en financier principal, vous retrouvez la CDG. La CDG est l'institution financière la plus importante du pays. La CDG gère l'argent de la sécurité sociale. D'accord? Mieux, lorsque vous analysez la structure du capital des affaires du roi, le capital d'appoint, qui en général est très important, ce sont des organismes d'épargne nationale que lui contrôle indirectement. La CIMR, par exemple. Qui contrôle la CIMR? La majorité du conseil d'administration de la CIMR, ce sont les entreprises de l'ONA. La CIMR gère l'épargne privée du secteur privé. La CIMR, c'est l'épargne du secteur privé. Je crois qu'il n'y a pas une seule affaire du roi où la CIMR n'est pas actionnaire. D'accord? Donc il y a, et c'est très grave, la MAMTA MCMA, qui est une mutuelle, donc en général, normalement qui ne doit pas être contrôlée, qui est un groupe financier d'une puissance considérable, mais qui est d'un symbolisme politique très important, parce que c'est la mutuelle des agriculteurs et des enseignants, la MAMTA MCMA. Elle est complètement domestiquée. D'ailleurs, c'est un ami de Beaumont qui a été nommé comme directeur général. Et Kobi Hussein, ils l'ont gardé comme président un peu fantoche, mais le véritable patron, c'est un ami à eux qu'ils ont mis là-bas. Et évidemment, quand Wana Périclite a des problèmes pour emprunter de l'argent, ils font un emprunt, ils montent un emprunt obligataire, et qui souscrit à cet emprunt? La MCMA, la première à souscrire. Donc ils ont mis en place un système de collecte de l'épargne et de contrôle de l'épargne nationale qui fait qu'il y a des faits d'éviction pour le reste, il n'y en a que pour eux, sans contre-pouvoir. Et cela aussi, malheureusement, ce n'est pas analysé. Donc il y a une captation de l'épargne qui est très problématique, qui est d'autant plus problématique que dernièrement, peut-être que vous avez entendu parler, parce que quand ça a commencé, quand ça a commencé à être trop, parce qu'ils sont allés trop loin, ça confine à de la bêtise à un moment, je veux dire. C'est un soprano débile, je veux dire, le mec qui gère les affaires du roi. C'est même plus... Quand ça a commencé à être problématique, ils ont dit, ah non, on va sortir de la bourse. Et ils ont